Tu écoutes le podcast Élever la physio avec François Grégoire. Suis-moi alors que j'explore et discute de tout ce qui concerne le marché de la physio et de la santé physique sous un autre angle au-delà de la pratique. On va parler de l'état de la profession dans le marché de la santé physique en abordant plusieurs sujets, allant de la gestion à la psychologie en passant par les aspects sociaux entourant ou impactant la physiothérapie au Québec et ailleurs. Discutons et analysons notre marché, apprenons et trouvons des solutions pour qu'ensemble, on puisse élever la physio. Merci Axel de nous recevoir, Marie-Ève et moi, chez toi aujourd'hui pour jaser de l'entretien de la pelouse. Comment éviter les mauvaises herbes. Ben là, on va parler d'identité en physio, de c'est quoi notre personnalité professionnelle, qui on est, pourquoi on est comme ça, puis on verra bien où est-ce que ça nous mène. Fait que merci Marie-Ève et Axel d'avoir accepté de jaser avec moi aujourd'hui. On est chez vous. Bien, merci François de Québec, mais pas à Québec, proche de. C'est ça, Saint-Augustin-de-Desmaures. Fait que merci d'avoir fait le détour puis d'être resté une nuit de plus à Québec. Ça fait plaisir. Je trouvais ça le fun de jaser en personne, plus que à Zoom c'est parfait ou virtuel et compagnie, mais c'est le fun des fois d'avoir des conversations de face à face, même si là il fait soleil. Une belle journée d'été, mais qui sent l'automne pas mal. Ouais. On parlerait de tout ça à l'extérieur. Fait que peut-être que la première chose qu'on pourrait faire, c'est je vous laisserai vous présenter brièvement. Fait que qui êtes-vous? Personne de meilleur que nous-mêmes pour se présenter. Là. Donc peut-être Marie-Ève commencer par parler un petit peu de toi là, en moins d'une heure. Je vais faire ça rapidement. Donc Marie-Ève Toutan, physiothérapeute. Dans le fond, j'ai gradué à l'Université Laval. J'ai fait une maîtrise là, en pratique de la réadaptation là, à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait un microprogramme là, en pédagogie des sciences de la santé aussi à l'Université de Sherbrooke. Puis j'étais en GMF. On me connaît peut-être plus sous ce volet-là. Fait qu'en GMF là, depuis 2009, donc à l'élaboration puis à la mise en place du rôle là, du physio en GMF et en GMFU. J'enseigne aussi sur le programme de physio là, à l'Université Laval depuis 2009 aussi, mais plus intensément là, depuis 2 ans. Puis, j'ai une petite entreprise depuis 2020. La pandémie a fait naître Bougeup, là, qui est, dans le fond, une entreprise qui est là pour la formation puis des outils de développement moteur là, pour les enfants. En pédiatrie. Yes, exactement. Je savais pas ça. On apprend des choses de tous les jours. Axel? Axel Sessler, physio depuis 2012. Présentement, j'ai plusieurs chapeaux. Donc, j'enseigne aussi au programme de physio à l'Université Laval. Donc, avec Marie-Ève, on est collègues. Puis, principalement, là, ce que je fais, c'est de la supervision à la clinique universitaire de physio. Donc, beaucoup de supervision de stagiaires, finalement. Je travaille aussi en GMFU, moi, depuis 2020. Donc, là, je sais pas, j'étais le combienième, là, 4-5e peut-être arrivé. Donc, Marie-Ève m'a coaché beaucoup dans cette aventure-là. Puis, vous connaissez-vous de ce milieu-là? Ben, en fait, on se connaissait déjà parce que Marie-Ève m'a enseigné. Ah oui, OK. Fait que c'est ça, c'est 2009 qu'elle enseigne depuis à l'université, puis moi j'ai terminé en 2012. Fait que fait qu'on se connaissait déjà un petit peu de là, mais quand j'ai obtenu le poste en GMF, vraiment j'ai appelé un de mes bons amis qui avait déjà remplacé un peu au GMFU avec Marie-Ève. Là, il m'a dit "Faut que tu parles à Marie-Ève absolument." Puis c'est là qu'on a commencé à être pas mal plus en contact. Fait que c'est ça, fait que je suis GMFU depuis 2020. À l'université, c'est depuis 2022. Puis depuis 1 an maintenant, je suis aussi sur le CA de l'OPPQ comme administrateur élu. Donc, je refais le petit disclaimer que je fais avant tout enregistrement. Donc, tout ce que je vais dire ici ne représente pas l'opinion ou la position officielle de l'ordre ni du CA. Donc, c'est mon opinion seulement. C'est ton opinion personnelle. Puis des fois, même, on dit des choses, puis c'est même pas notre opinion en plus. Ça serait quelqu'un d'autre qui serait responsable. C'est ça. Rentrons dans le vif du sujet. Là. Dans le fond, moi, ce qui m'amène à parler de ça avec vous deux, c'est que vous avez fait une présentation l'année passée à Physio 360 sur l'identité en physio. C'est un sujet que je trouve super intéressant, super pertinent. C'est quoi l'identité en physio? Mais si on décrivait là, ce que c'est exactement, pas c'est quoi l'identité, mais de quoi ça veut, qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'identité une identité professionnelle?
Oui, c'est intéressant. En fait, on peut peut-être repartir un peu comme on l'avait parti la présentation, là, en se demandant c'est quoi la définition, là. Mais tu sais, la définition du petit Robert, là, je vais vous la lire, c'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi toutes les autres. Fait que, tu sais, ultimement, c'est un peu ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on fait. Tu sais, c'est vraiment, c'est ça, exactement les caractéristiques, là, d'une personne, d'une profession. Fait que là, évidemment, aujourd'hui, on va parler de la physiothérapie. Je pense quand même que c'est assez important, là, de se poser ces questions-là dans une ère où la physiothérapie va vraiment vite, où la population est vieillissante, il y a différents enjeux. Fait que, tu sais, je pense que c'est quand même intéressant, là, de parler d'identité, là, à ce temps-ci. Fait que c'est ça, ça permet de savoir ce qui nous distingue, puis de permettre aux autres de savoir aussi ce qui nous distingue. Parce que, bon, là, on peut rentrer dans la philo du collectivisme et de l'individualisme, mais tu sais, c'est ça, si on croit à l'identité propre d'une personne, mais justement, on a une identité dans plusieurs de nos sphères, mais on a une identité justement au travail, dans notre profession. Puis c'est certain que, je pense qu'il y a différents niveaux aussi de ce côté-là. C'est certain que si on parle de profession en tant que telle, puis particulièrement les professions de la santé, mais tu sais, c'est des choses qu'on entend souvent là, quand il y a des discussions de renouvellement de convention ou de négociation, ils vont dire bon c'est une vocation, mais tu sais c'est vrai que c'est un peu ça. Là, tu sais, être un professionnel de la santé, c'est un peu une vocation, donc c'est très proche de ton identité. Puis si tu as une crise identitaire professionnelle, ça va être difficile de continuer. Là. Puis c'est ça qu'on voit présentement aussi dans plusieurs sphères, pas juste en physio, mais on perd des morceaux. Là. On a de l'attrition, puis on pourrait se poser la question, est-ce qu'on vit une crise identitaire présentement? Là? Je pense qu'une autre affaire qui est intéressante aussi, c'est que l'identité, ce que ça fait, c'est que ça permet aux gens de reconnaître l'expertise, ça permet aux gens de reconnaître la compétence. Fait que, tu sais, est-ce que on est bien positionné au niveau de notre expertise? Est-ce qu'on la connaît bien? Est-ce qu'on la diffuse bien? Est-ce que les référents la connaissent? Est-ce que la clientèle la connaisse? Fait que, tu sais, je pense que c'est là aussi là, qu'on se situe puis qu'on peut se poser des questions à savoir, est-ce que un patient qui va se faire une lombalgie, est-ce que, dans le fond, il y a le réflexe automatiquement d'aller en physiothérapie? Est-ce que l'identité de la physio est porteur de ça? Est-ce que nos référents, dans le fond, savent qu'on peut poser un diagnostic dans notre champ d'expertise, qu'on travaille avec les facteurs pronostiques? Fait que, c'est tous des éléments qui nous amènent à penser, est-ce qu'on est capable d'aller optimiser la profession ou de mettre la profession à l'avant-plan dans la conscience des gens, des référents, de la population aussi? C'est extrêmement bien expliqué. Oui, puis, tu sais, c'est, dans le fond, parce que ma prochaine question, c'est pourquoi c'est important. Puis là, tu viens d'en parler, Marie-Ève, l'importance que les gens associent le professionnel ou la professionnelle, ou le titre, du moins, de la profession, à c'est quoi son rôle dans l'établissement dans lequel il travaille, dans la société même. Est-ce que parce que là, il y a plusieurs sujets, là. Tu as parlé de crise identitaire, Axel, mais il y a aussi, le phénomène de c'est quoi la place de la physio dans la société, puis est-ce que la physio est capable de prendre cette place-là si son identité n'est pas assez franche, ou ça s'affirme pas suffisamment bien, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait peut-être avant qu'on parle de c'est quoi l'identité de la physio, tu sais, petit cross-check sur... Fait que ta question, dans le fond, c'est quoi la place de la physio? Oui, mais est-ce que la physio a une identité assez forte pour rayonner dans la société? Dans la nôtre, du moins, tu sais. Ben, tu sais, là, je pense que justement, c'est une question à laquelle la réponse n'est pas claire présentement. Puis, tu sais, je pense que c'est une des choses qui a un peu motivé cette réflexion-là, puis qu'on s'est dit, faut parler de ça, faut qu'on ait la discussion collectivement, parce que je suis pas sûr que c'est clair la réponse à ça présentement, là. Puis je pense que tu pourrais poser la question à beaucoup de physio, puis c'est ça. On aurait-tu soit pas de réponse ou plein de réponses différentes? Ouais. Donc là, tu sais, quand on parle d'identité, on veut aussi trouver quelque chose qui est commun à tous, là, puis où tout le monde se reconnaît, tous les professionnels se reconnaissent à l'intérieur même de cette identité-là. Ouais. Donc, on peut repartir un peu avec les questions existentielles, de dire, bon, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est. Fait qu'on peut repartir à partir de ça. Puis, je pense qu'une des choses qu'on pourra jamais nous enlever, c'est les compétences, la formation universitaire qu'on détient, les connaissances, l'expertise. Fait que, ça, je pense que c'est quelque chose là, que la majorité des physios s'entendent pour dire que c'est quelque chose qu'on détient. Maintenant, est-ce que on la
distribue bien? Est-ce que la clientèle le sait? Est-ce que les référents le savent? Je vois ça un peu différemment entre est-ce qu'on fait bien notre marketing et est-ce qu'on a une belle identité. Je pense que les deux vont se rejoindre à un certain point, mais je pense quand même que on n'est pas des experts dans le marketing là, à l'heure actuelle, puis je pense qu'il faut rester dans l'identité. Là. Ben, c'est qu'en marketing, on va toujours te demander de sortir, de réfléchir à qui tu es, à comprendre, bien comprendre ta mission, ta vision, puis tes valeurs. Sans ça, c'est impossible de se mettre de l'avant parce que le message n'aura pas de sens. On va s'en aller en pleine direction, puis la personne qui va voir ces messages-là comprendra pas vraiment. Comprendra pas. Donc, à partir du moment où une personne ne comprend pas, elle ne consomme pas. Que ce soit public ou privé, que ce soit payant ou gratuit. Donc, c'est un peu là où on se trouve. Là, pourquoi est-ce que c'est important de bien comprendre c'est quoi notre identité propre en physio. Tu sais, comment est-ce qu'on définit une crise identitaire professionnelle? C'est moi qui ai lancé la bombe à la crise d'enfant. Voilà. Oui, puis tu sais, comment on sait qu'il y a une crise, puis comment est-ce qu'on se compare aux autres? Est-ce que c'est une crise plus de la société au complet? Est-ce que c'est propre à la physio? Je pense pas que c'est propre à la physio parce que, tu sais, je veux pas le marché professionnel global change rapidement, puis avec des changements majeurs, c'est bon, la technologie, Internet, l'intelligence artificielle, puis tout ça. Fait que, l'évolution de l'éducation aussi, puis tout ça. Tu sais, puis je pense que tu as lu aussi là, le livre The End of the Professions. Oui. Fait que justement, la fin des professions telles quelles. Ben, c'est un livre c'est un père et son fils. Là, ouais, c'est ça. Quand c'est des docs là, universitaires et compagnie. Je sais pas trop certain quel sujet. Il y avait l'air de savoir de quoi il parlait. Ben oui, c'est un livre très intéressant où en fait, c'est parce que c'est la démocratie du savoir. C'est ça. C'est que le savoir devient accessible. Tu sais, je veux dire, si on compare à juste aujourd'hui versus la veille qu'Internet commence puis ton on, puis tout le monde a accès à ça, la société a cheminé de façon incroyable en termes de connaissances. L'accessibilité des connaissances. On voit même dans l'éducation, si vous faites de l'enseignement, on voit même dans l'éducation, des fois même l'éducation académique, avoir des difficultés à suivre le contexte de... Mais les gens aujourd'hui ont moins besoin de savoir par cœur parce qu'on a cette information-là accessible très rapidement, pas toujours de qualité, mais quand même de plus en plus de qualité là, avec ce qu'on est capable de retrouver sur Internet maintenant, si on sait où chercher ou si on a des bonnes références. Donc parfois, il faut déjà savoir la réponse avant de pouvoir savoir si la réponse est bonne, celle qu'on cherche. Là. C'est ça. Ce qui fait que c'est un des changements majeurs au niveau des professions qui, historiquement, avait justement ce rôle-là un petit peu de posséder les connaissances, puis un peu les garder sous un monopole, quasiment là, dans leur tour d'ivoire. Moi, j'ai les connaissances, puis toi, tu les as pas. Puis c'est ça qui fait de moi un professionnel. Mais tu sais, on peut plus être là. Justement, la connaissance, elle est disponible. Donc, faut redéfinir le rôle des professions. Puis, c'est sûr que, en santé particulièrement, on le voit aussi juste, si on regarde à plus petite échelle, juste ici au Québec, présentement, il y a une réforme du système professionnel qui est en branle. Donc, on parle de faire des changements de ce côté-là. Puis, la direction que ça semble prendre, justement, ça semble être quelque chose d'un petit peu moins coupé au couteau, de bien défini, de tel professionnel fait ça, puis ça c'est juste lui, puis on a plus justement de partage, puis de compétences transversales d'une profession à l'autre, puis de choses qui ça devient plus gris là. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui définit le terme crise là, que tu utilises? Ouais. On a bifurqué. Mais je dis pas que je suis pas d'accord avec toi, mais je veux savoir, mettons, les caractéristiques qu'on pourrait sortir de. Parce qu'une crise, c'est rarement positif. Il faut sortir du positif d'une crise ultimement, mais... je pense qu'une crise, c'est une déconnexion. Fait que, je pense que c'est justement, c'est la personne ou justement la profession qui se reconnaît plus, donc qui regarde ce qu'elle projette, puis qui est plus certaine de se reconnaître là-dedans. Fait que justement, on va plus sur le plan individuel dans une vie. Quand on va parler de crise identitaire, c'est des choses qu'on va parler des fois là, de midlife crisis, là, la crise de la quarantaine. Puis des fois, c'est des gens qui réalisent comme, OK, c'est ça ma vie, voici ce que je suis, voici ce que je fais, puis tout ça. Puis c'est pas ça que je pensais que je faisais, c'est pas ça que je pensais que j'étais. Là, il y a comme ce clash-là, cette déconnexion-là.
Puis là, on est en crise. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réconcilier finalement ce qu'on pense qu'on est, puis ce qu'on est vraiment. Là. Puis ce qu'on veut être. Aussi, ben oui, c'est ça, ça va avec. Là. Ouais, 100%. Fait que là, mettons en physio, là, qu'est-ce qu'on pensait qu'on était, puis que là, on réalise qu'on n'est plus. Je veux juste faire un petit aparté là, avant de répondre à ta question qui est super pertinente, là, François. Je pense qu'il faut aussi garder en tête que ça évolue rapidement. Tu sais, fait que dans le fond, est-ce que, pour reprendre le terme à Axel, peut-être là, la crise de la physio ou la crise des professions, là, tu sais, je pense qu'on peut le nuancer aussi juste en disant, est-ce que la physiothérapie, cette année, en 2024, est là où elle devrait être dans le système de soins, dans notre système de santé? Est-ce qu'on a suivi le bateau? Est-ce qu'on est prêt à affronter les défis d'équité, de diversité, l'équité d'inclusion, l'accès? Est-ce qu'on est prêt à la population qui est vieillissante? Fait que, je pense que on peut aussi regarder un peu qu'est-ce qui nous amène à se poser la question, à dire, OK, ben là, est-ce qu'on est la bonne profession pour répondre à tel type de besoin? Est-ce qu'on est formé adéquatement pour le faire? Qui d'autre peut le faire? Fait que, c'est un peu en se comparant, en regardant l'offre et la demande, là, sans vouloir aller là-dedans. Non, mais c'est les besoins de la société. Exactement. Fait que, je pense. C'est ça notre rôle, parce que si on répond pas aux besoins de la société, on fait quoi? Exactement. Puis, je pense que ça fait longtemps qu'on le sait que dans les années 2020, il va y avoir un enjeu, là, au niveau de la disparité, les baby boomers qui vieillissent. On le savait. On réagit une fois que c'est rendu. Exactement. Là, on est comme rendu là, probablement. Il y a peut-être un peu ça aussi qui arrive. Je pense que de plus en plus, les connaissances s'approfondissent. La recherche là, en physiothérapie est vraiment grandissante. On a de plus en plus d'évidence. Est-ce qu'on suit le bateau? Est-ce que la population sait qu'on a des nouvelles connaissances, des nouvelles façons d'intervenir, des nouvelles façons de prendre en charge? Fait que c'est peut-être... Je veux dire, je le nuancerais ou je le ramènerais un peu moins en crise où je trouve que c'est... Une crisette. C'est une petite crisette. Un bon moment pour se poser la question, pour réorienter la suite par rapport aux besoins, par rapport à l'accès, etc. Mais ça reste toujours des crises, c'est toujours des opportunités. Exactement. Tous les grands politiciens ou toutes les grandes politiciennes de ce monde ont toujours utilisé les crises pour faire des changements, pas toujours positifs. Parfois, ça a été négatif, mais ça peut être utilisé positivement, là, une crise. Là, puis on pense que la physio va certainement faire ça. Puis là, parce que là, tu sais, si on parle de... Est-ce que peut-être la profession vit une crisette? Mais comment est-ce que les individus qui sont dans la profession, eux, subissent ou vivent ça? T'sais, est-ce qu'il y a un détachement complet ou est-ce que, de façon générale, les physios voient ça puis ça les touche autant que ça touche la profession at large? Tu sais, toi, dans ta profession, quand tu pratiques, là, pis t'es pas nécessairement impliqué, là, pas toi, là, mais tu sais, un physio ou une physio, ou les technologues en physio, là, comment est-ce que ça les atteint dans leur pratique quotidienne? Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a déjà en rentrant à l'université, puis tu sais, là, je vais parler pour les physios. Bon, je pense que pour les techs, il y a des défis différents. Là, mais fait que moi, ce que je connais, parce que j'ai pas fait la technique, là, mais fait que juste en rentrant à l'université, déjà, il y a une espèce de réalisation des fois dans les premières années. Parce que, bon, la très, très grande majorité des étudiants qui rentrent en physio, puis que, bon, vraiment, ils ont choisi physio, ils ont choisi ça parce qu'ils voulaient faire du sportif, t'sais. Là, ils se rendent compte que des cours de physio du sport, il y en a pas beaucoup, sont en option, puis les places sont limitées, puis finalement, c'est ça. Fait que ce qu'ils pensaient que c'était, la physio, c'est-à-dire traiter les athlètes, finalement, c'est une toute petite partie de ce que c'est. Fait que, tu sais, là, déjà, à ce moment-là, on a comme une petite crise identitaire de ces étudiants-là. Après ça, il a rendu sur le marché du travail la deuxième petite crise identitaire des professionnels, qui est justement le gap, si on veut, entre ce qu'ils ont appris à l'université, ce qu'ils se sont fait dire, puis là, ce qu'ils voient sur le terrain. Des fois, il y en a qui le vivent déjà un petit peu dans les stages, là, quand ils se rendent compte que, ben là, c'est ce que mon superviseur de stage, il fait, puis qu'il me dit, ben ça concorde pas tout à fait avec ce qui m'est enseigné à l'université. Puis là, rajoute à ça maintenant les réseaux sociaux. Hein? Fait que là, ben là, on m'a appris ça à l'université, mais là, sur les réseaux sociaux, ben là, je vois tel physio ou tel chercheur qui dit quelque chose qui va complètement à l'encontre de ça. Puis là, qu'est-ce qui est vrai? Puis tu sais, ça non plus, je pense pas que c'est propre à la physio, là, mais justement, là, cette
cette crise d'incertitude-là, là, de... Cette gestion de la zone grise. Oui, c'est ça. Puis là, qu'est-ce qui est vrai? Parce que là, il y en a qui disent blanc, il y en a qui disent noir, puis je sais plus à qui faire confiance, qui croire. Avant, c'était simple. T'allais à l'école, ton prof disait blanc, tu disais blanc, tu sais. 1 plus 1, ça fait 2. C'est ça. Ça va toujours faire 2. Là, on n'est plus là, puis ben c'est ça. En physio, on vit ça beaucoup. Fait que, tu sais... Est-ce que c'est en partie parce qu'on travaille avec des humains, puis parce que la société évolue? Puis dans le fond, ma sous-question, c'est est-ce que la société a évolué plus vite que l'enseignement? C'est une partie de la réponse, probablement. C'est certain que, tu sais, changer un plan de cours, changer un cours complet, un cursus, c'est ça, tu fais pas ça comme ça. Là, après ça, tu sais, là, il y a la réalité clinique, il y a aussi ce que la science nous amène maintenant, donc de mettre tout ça ensemble, c'est ça, c'est certain qu'il va y avoir un décalage. Tu sais, est-ce que c'est plus complexe dans notre cas parce qu'on travaille avec l'humain? Probablement. Là, c'est sûr que je me demande à quel point là, dans les sciences fondamentales comme en physique ou en chimie, ils vivent des choses comme nous, peut-être moins. Là. Mais c'est moi qui sais. Ben, probablement que la quantité d'incertitude vient aussi avec la quantité de tout ce qui est psychosocial ou d'humain dans le travail qu'on fait. Donc, probablement que tous les professionnels, puis même les gens qui travaillent en service à la clientèle, tu sais, doivent vivre ce changement de société-là qui se fait plus rapidement aujourd'hui, peut-être que ce qui se faisait entre il y a 100 ans puis 125 ans, mettons. Là. Ouais. Il y a plusieurs éléments là-dedans. Là. Écoute, j'aurais pu rebondir sur plusieurs éléments. Là, on peut partir dans c'est super plein de intéressant. Là, mais en fait, je vais prendre peut-être un angle, puis je vais revenir un petit peu à l'identité, là, la raison pour laquelle tu nous as réunis aussi aujourd'hui, François. Mais tu sais, je pense qu'il y a quelque chose, je veux pas refaire l'histoire, là, puis j'avais dit je pense que ça vaut pas la peine qu'on refasse toute l'histoire de la physiothérapie, mais on traîne quand même quelque chose des grandes guerres, on traîne quelque chose des infirmières qui se sont spécialisées tranquillement. Exact. Ouais, c'est ça. D'où on vient. Si on vit une crise identitaire, c'était quoi qu'on était avant? Oui, exact. Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a un choc avec ce qu'on est vraiment aujourd'hui? Je peux peut-être rapidement passer là, sur l'histoire là, sans faire un cours, puis je pense qu'il y en a qui se spécialisent dans la recherche de l'histoire en physio, puis je ne me prétends pas là, expert. Mais c'est important qu'on en parle un peu quand même. Moi, exactement. Fait que, je pense quand même que... Je pense pas que c'est la majorité des professionnels en physio qui sont au courant vraiment d'où est-ce qu'on vient. T'sais. C'est important d'en parler. Oui, je pense qu'on va en parler, mais brièvement quand même. Puis comme je vous dis, je suis pas l'experte là à ce niveau-là. Mais dans le fond, il faut savoir que la physiothérapie est quand même issue d'infirmières. Hein. Initialement, c'était des infirmières qui étaient collées avec des médecins, qui se sont rendus compte que en donnant certaines interventions là, physiques chez des gens, il y avait peut-être de l'amélioration. Fait que ça semblait être du massage à ce moment-là. Fait que il y a certaines femmes qui ont fait légaliser le massage qui était non érotique à ce moment-ci, plus thérapeutique dans l'objectif de soulager certains patients. Puis on a vu apparaître après ça, les guerres, là, les grandes guerres. Fait que là, il y a eu des besoins. Tu sais, on dit tantôt, il y a un changement quand il y a quelque chose d'important. Fait que les guerres ont assurément amené là, un nombre important de blessés. Ça a mis beaucoup les femmes à contribution, les femmes qui voulaient gagner tranquillement de l'autonomie. Fait que là, on a vu apparaître une genre de gymnastique artistique en se rendant compte que si on réactivait certains patients, ils récupéraient plus vite. Puis là, fait que, tu sais, on est issu un peu de ça. Fait que, ça fait 100 ans, ça. Exactement. C'est dans 100 ans, mais ça fait pas 1000 ans non plus. Non, mais je veux dire, exact. Je dis ça dans le sens où ça fait hier, ça. Là, exactement. Mais tu sais, je suis allé voir tantôt là, en préparation, puis la première professionnalisation, si on veut, là, de la physio, en tout cas, rapidement, ce que j'ai vu, ça va de remonter au début des années 1800. Fait quand même un petit peu plus longtemps que ça. En Suède, justement, avec la gymnastique de malade, qui d'ailleurs s'appelait comme ça jusqu'à tout récemment. Là. Puis en allemand aussi, c'était ça. Là, faut le voir au sens propre, là, la gymnastique de malade, là, pas comme la gymnastique de malade. Fait que la gymnastique pour les malades. Mais ouais, clairement, après ça, là, je pense que la Première Guerre a été le gros boom, là, puis particulièrement dans le Commonwealth. Là. Ouais. Ben oui, pour retourner les hommes au front le plus vite possible. Ouais, puis leur redonner aussi leur autonomie au niveau de leur famille, au niveau des autres tâches. Participer à la société. Exactement. Fait que je pense que il faut pas oublier d'où on vient parce que ça l'influence énormément là où on s'est situé dans les dernières années. Fait que souvent quand on demande à quelqu'un dans la rue qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah ben je m'en vais chez mon physio. Ben là, il y a deux réactions qu'on entend.
Hein? Fait que souvent, on va entendre, là, oh mon Dieu, tu vas te faire donner beaucoup d'exercices, ou oh mon chanceux, tu vas avoir un massage. Fait que tu sais, quand on entend ce type d'intervention-là au centre d'achat, chez la coiffeuse, etc., on se rend compte que l'histoire qui nous a teinté est quand même encore réellement présente là, dans la conscience des esprits, là, des gens. Fait que je pense qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Maintenant, à partir de là, il faut aussi quand même nommer que c'est des femmes qui étaient bénévoles, qui étaient collées aux médecins. Fait que, tu sais, même si on a l'accès direct depuis les années 90, il y a quand même encore beaucoup de gens qui vont penser que ça prend une référence médicale pour venir, tu sais, consulter un physiothérapeute. On fait encore ça bénévolement, je pense. C'est ça. Pas loin. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qui vient de là aussi, où ce que c'était un professionnel ou une personne qui est collée au médecin, qui vient travailler en collaboration avec le médecin pour offrir certaines interventions dans le bénéfice d'améliorer la santé ou la qualité de vie de ce patient-là. Certaines interventions. Exactement, oui, c'est ça, exactement, j'y arrive tranquillement. Fait qu'on est un peu collé à un physiothérapeute qui fait des interventions. Puis je pense qu'en effet, on est bon, on a plusieurs connaissances, il y a plusieurs modalités qui ont permis au fil des années d'améliorer des situations. Maintenant, est-ce qu'un physiothérapeute est associé trop, pas assez, uniquement, là, aux interventions? Est-ce qu'on est utilisé aussi pour le cerveau? Puis là, ceux qui nous connaissent savent qu'on aime beaucoup nommer l'expression « un physio pour son cerveau ». Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été mis en branle? Puis là, on a fait l'exercice, là, puis je vais peut-être te laisser embarquer là-dessus, mais pour la présentation à l'ordre dont tu faisais allusion tantôt, d'aller regarder un peu la littérature, puis d'aller voir, tu sais, comment se situe l'intervention en physiothérapie. Fait qu'on l'a regardé de plusieurs points de vue, là. Je sais pas si tu voulais y aller. Mais c'est ça, c'est que là, on va parler de physiothérapie comme d'une intervention, bien plus que d'une profession. T'sais, on va la comparer à d'autres interventions. On va dire, bon, la physiothérapie versus la thérapie manuelle. On s'entend, là, c'est ça. Puis, c'est sûr que nous, ça nous irrite parce que, justement, ça ne fit pas avec l'identité qu'on se fait de ce que c'est la physio. Puis, tu sais, effectivement, est-ce qu'on peut dire on est victime de notre histoire, peut-être même victime de notre titre même, tu sais, parce que on parle de thérapeute, de thérapie, tu sais, fait effectivement, c'est une intervention. Fait que, tu sais, c'est difficile de blâmer ceux, puis c'est ça, à chaque fois on a les oreilles qui cillent, puis on reprend les gens quand ils disent je fais de la physio, va faire de la physio. Mais c'est pas propre au Québec, hein, non, on l'entend en anglais, c'est ça. le même tournure de phrase. Do physical therapy, oui. Do physiotherapy, c'est ça. Puis, c'est ça, j'ai de la difficulté à les blâmer parce que, tu sais, juste de façon linguistique, c'est ça, ça semble définir une intervention. Puis c'est ça, c'est de là qu'on vient. Le problème, c'est ce qui est, le problème, en tout cas, ce qui fait que ça déconnecte. Ce qui est arrivé, c'est que, justement, ces femmes-là, ils ont dit, écoute, nous, on a des cerveaux aussi, on est intelligentes, puis on se rend compte que, tu sais, prendre soin des gens comme ça, ça demande pas juste des habiletés techniques, ça demande aussi des habiletés de raisonnement. Fait qu'on veut développer notre autonomie. Fait que là, c'est là qu'il y a eu les formations vraiment officielles à l'université. Fait que là, on s'est ramassé avec un baccalauréat. Là, on a dit, là, écoute, on est formé, on est capable justement d'évaluer, puis tu sais, de plus en plus. Bon, puis là, c'est sûr que d'un pays à l'autre, il y a eu ça a été différent, cette évolution-là. Ici, au Québec, particulièrement, ce qui est arrivé, c'est l'arrivée des cégeps avec les thérapeutes en réadaptation physique. Fait que là, puis tu sais, il y a eu un bon bout où, puis bon, là, moi je suis pas le spécialiste pour parler de ça parce que j'étais pas encore sur le marché à ce moment-là, mais je pense que hein? Pas encore né. Non, c'est ça. Mais quand il y avait c'est ça, cette coexistence en tout cas, bref, Cégep, université. C'est ça, entre les TRP à ce moment-là et les physios qui étaient pas dans le même ordre. Bon, il y avait quand même, c'était pas l'harmonie. Puis tu sais, il y avait un peu, je pense, dans le fond derrière ça, l'espèce d'argument de, tu sais, voyez-vous, ce que vous faites, ce que vous êtes, ça nécessite pas
diplôme universitaire, parce que, regardez, nous, on fait la même chose avec une technique. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a eu cette friction-là aussi pendant un certain temps. Bon, là, maintenant, je pense que depuis l'intégration, depuis plus de 20 ans, là, on vit pas mal plus en... 2003, le décret, ouais. Je pense. Ça. On vit pas mal plus en harmonie. Mais reste qu'il y a eu ça, donc cette confrontation de les physios qui disent non, tu sais, on est capable de penser puis de vraiment être des penseurs de soins un peu plus. Puis c'est pour ça que tu sais, on a un bac, puis maintenant même une maîtrise. Puis ben la volonté peut-être un peu plus de dire ben non, gars, la physiothérapie c'est quelque chose de technique, c'est une thérapie. Puis fait que c'est ça. Je pense qu'il y a ça qui a fait partie un petit peu de notre crise, particulièrement au Québec aussi. Mais je pense quand même, juste mondialement, le thérapie nous suit beaucoup. Tu sais, puis si on peut prendre l'exemple, tu sais, des psychologues, mais les psychologues, c'est des HOG. Fait que tu sais, HOG, c'est l'étude de. Donc, ils étudient la psyché. Ils font de la psychothérapie aussi. C'est leur intervention fétiche. Mais ils ne sont pas que des psychothérapeutes. Même, il y a d'autres professionnels qui peuvent faire de la psychothérapie qui est l'intervention. Ouais. Les psychologues peuvent faire autre chose que de la psychothérapie. C'est ça. Donc, c'est des penseurs. Ouais. Nous, puis tu sais, je dis pas qu'il faut qu'on change de nom, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui ça teinte l'imaginaire parce que là, on a le thérapeute qui est accolé à notre identité professionnelle. Bon, excusez, là, je suis parti sur une tirade, là, mais... C'est peut-être pour ramener un peu pour que les gens comprennent aussi, là, tu sais, souvent, on va dire, bon, va faire de la physio ou, la physio, ça n'a pas marché. Fait que, tu sais, combien de fois est-ce qu'on entend, tu sais, moi, j'ai la chance de faire du sans rendez-vous, de voir des patients en accès direct. Puis, il y a des fois, les patients vont dire, ouais, mais tu sais, j'en ai déjà fait de la physio puis ça n'a pas marché. Échec de la physio. L'échec de la physio. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans aussi qui vient nous accoler à une intervention. Tu sais, on dirait pas, par exemple, un patient qui essaie de perdre du poids puis qui a consulté un nutritionniste, mais la nutrition, ça marche pas. Non. Fait que là, il y a comme quelque chose. On a traité mon cancer, puis finalement, ça marche pas. Échec de la médecine. C'est ça. Ouais, échec de la médecine. La médecine a eu un échec. Exact. Et pourquoi nous, on a des échecs puis pas les autres? Alors que tout le monde a des échecs, finalement. Exactement. Pour plein de raisons. Pourquoi nous, ça nous colle à la peau, ça? Exact. C'est ça. Fait que, en fait, c'est là qu'un peu que c'est parti la réflexion, tu sais, derrière est-ce qu'on est bien identifié? Est-ce que les gens comprennent bien ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait bien valoir ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on veut être aussi? Puis l'évolution qu'on veut donner à notre profession, c'est écolé avec des interventions, puis que finalement, la littérature finit par nous démontrer que l'intervention n'est plus bénéfique ou a été démontré qu'il y avait quelque chose d'autre, mais on est un peu pris avec l'idée de dire moi je faisais cette intervention-là, donc je suis quoi maintenant? Tu sais, je pense qu'il faut aller au-delà de l'intervention, de voir encore une fois le physio pour son cerveau, puis de réussir à dire moi je consulte un physiothérapeute. Je consulte un physiothérapeute qui a une expérience, qui a une expertise, qui a aussi la capacité de prendre ma problématique ou la problématique puis de voir l'entièreté de ma personne. Est-ce que, dans le fond, il y a des facteurs biopsychosociaux qui peuvent influencer ma condition? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller chercher une intervention d'allure, prescription d'exercice ou un autre type d'intervention pour ce patient-là à ce moment-ci, dans sa motivation, dans tout le reste? Fait que je pense que c'est vraiment comme ça que c'est comme partie l'idée de dire, est-ce qu'on est vraiment en train d'être une profession qui est à même de pouvoir s'ajuster, puis qu'est-ce qu'on était, puis où on veut aller? Est-ce que c'est... Comment est-ce que la profession vit ça? Est-ce que ça veut dire que c'est beaucoup d'individus qui vivent la même chose? Qui vivent cette espèce de dissonance cognitive entre ce que les gens pensent qu'ils sont? Est-ce que c'est juste un miroir de l'extérieur? Ou c'est quelque chose qui est vécu à l'intérieur même des professionnels? Tu sais, là, je suis pas juste un... Attends un petit peu, je vais couper ce bout-là. Je fais pas juste des massages. Je fais plus que ça. Je peux traiter beaucoup, mais on dirait que personne ne le sait. Je peux intervenir pour un paquet de pathologies. Je peux même donner mon opinion sur les atteintes. Je peux donner un diagnostic en physio. Je peux avoir un pronostic sur la pathologie neuromusculosquelettique que mon patient peut avoir, même cardio-respiratoire, cardiovasculaire. Est-ce que c'est les professionnels qui sont déçus de l'état de la profession qui amènent cette crise-là? Écoute, c'est ça. Moi, c'est dur de parler pour les autres. Oui. Mais je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes physios qui vivent ça.
Parce que tu parlais d'attrition tantôt, tu sais. Est-ce qu'il y a plusieurs raisons derrière l'attrition? On pourrait en soulever plusieurs, on aurait certainement raison, mais c'est surtout souvent multifactoriel. Est-ce que ça peut être une des raisons d'un départ des professionnels de la physio pour aller ailleurs? Là? Ben, tu sais, je vais parler de mon expérience personnelle, mais je pense que c'est une expérience qui a été quand même partagée par plusieurs. Tu sais, personnellement, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Je me suis dit, hey, tu sais, puis en plus, tu sais, à l'université, là, tu sais, ils nous flattent. Ils sont gentils, puis ils nous disent à quel point on est bon, puis on est fin, puis on est la crème de la faculté de médecine, puis tu sais. Ouais, juste après les médecins. C'est ça, tu sais. Mais, fait on sort de l'université. En tout cas, moi, c'était vraiment mon cas. Quand je suis sorti, là, j'étais à la première cohorte de la maîtrise en plus. Tu sais, fait que c'était vraiment, on nous vendait ça beaucoup. Fait que gonflé à bloc de, hey, tu sais, c'est ça. Puis on a une expertise, puis on s'en va sauver le monde. Puis là, ben, on se rend compte que, c'est pas ça. Là, finalement, ben, tu sais. Je me rendais compte que beaucoup de ce que je faisais, ou en tout cas de ce qui était attendu de moi, finalement, c'était faire des massages, puis faire des pressions postéro-antérieures, puis utiliser des appareils, puis donc d'appliquer des modalités. Oui, c'est ça. Fait que c'était beaucoup de ce qui était attendu de moi, de la part de mes employeurs, de la part des patients qui consultaient. On venait me voir pour ça. Puis, je te dirais que, comme plusieurs, j'ai failli quitter la profession. J'ai eu beaucoup de remises en question de « Mon Dieu, c'est-tu ça que je veux faire? C'est-tu pour ça que je suis allé à l'université pendant 5 ans? » Pour finalement, mais tu sais, puis je veux dire, je veux pas dénigrer le massage. Là. Je veux dire, le massage, c'est super. Je conseille à tout le monde de se faire masser régulièrement. Mais c'est juste que ça prend pas de maîtrise pour ça. Tu sais, c'est con à dire, mais c'est ça. Puis, c'est ça. Si j'avais voulu être massothérapeute, j'aurais fait un cours de massothérapie, j'aurais pas la dette d'études que j'ai présentement que je rembourse encore. Fait que je suis l'an prochain, moi. C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai eu une grosse remise en question de qu'est-ce que je fais, est-ce que je retourne à l'école, puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fini par tomber sur mon X. Avec la pratique en GMF, vraiment, j'ai eu un rôle dans lequel je me sentais valorisé, je sentais qu'on mettait les choses que j'avais appris à l'université vraiment à profit, justement. On me demandait mon avis sur le diagnostic, sur la conduite à tenir, sur le plan globalement. On me demandait justement de conseiller et non juste d'intervenir. D'accompagner. Oui. Fait puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça puis qui le vivent encore. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est la seule raison de l'attrition, mais je pense que c'en est un. Oui. Donc, tout ce que j'apprends, puis tout ce que je connais, puis ce qu'on s'attend à ce que j'applique, qui est juste une petite partie de ce que j'ai appris finalement. Là. Ouais. Puis qui est pas une partie nécessairement tant importante au final. Ben, tu sais, puis je dis, je pense pas que c'est tout le monde nécessairement qui a besoin de se sentir stimulé dans son emploi. Je pense que tout le monde a besoin d'être stimulé, mais tout le monde l'est pas de la même façon. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Si tu trouves pas ça stimulant, si tu trouves que c'est ça, tu te mets sur le pilote automatique, puis tu sais, c'est correct. Je veux dire, il y a des gens que c'est ça leur job, puis ils aiment ça. Ils vont aller chercher leur stimulation ailleurs, en dehors de leur emploi. Mais tu sais, là, on parlait de justement, c'est quoi une profession? Je pense qu'une profession, tu sais, ça te demande un peu plus de stimulation puis d'investissement que de juste, tu sais, j'applique une recette puis c'est ça. Ouais, parce qu'il n'est pas supposé d'en avoir de recettes, là. Ouais. C'est d'accompagner chacun de nos patients du meilleur qu'on peut pour eux-mêmes. Là. Mais je reviendrai peut-être sur quelque chose que tu as nommé tantôt, Axel, qui était, dans le fond, les étudiants qui rentrent en physio. Puis là, moi, j'ai une adolescente qui est en train de regarder un peu pour le marché du travail, puis là, essayer de voir quel reflet la profession, par exemple, de la physiothérapie ou les autres professions ont comment ça résonne chez nos adolescents, chez nos premières années à l'université. Puis tu l'as nommé tantôt, il y a beaucoup de gens qui viennent en physiothérapie pour exécuter une pratique davantage sportive. Mais il est où mon adolescent ou mon début jeune adulte, qui veut être
qui veut avoir un rôle politique. Est-ce qu'on l'attire en physio? Notre physiothérapeute là, qui va avoir, on sait qu'il va avoir des besoins dans les centres hospitaliers, qu'il va avoir des besoins avec notre clientèle vieillissante. Est-ce qu'on attire les physiothérapeutes qui veulent travailler en gériatrie, qui veulent travailler en pédiatrie? Est-ce qu'on attire nos physiothérapeutes qui aiment ça le challenge puis qui voudraient peut-être travailler soit à l'urgence ou en soins aigus, par exemple, aux soins intensifs? Fait que c'est sûr que si on a une quantité importante de première année qui arrivent, qui veulent faire des soins sportifs, puis que là, on leur montre l'étendue de la chose, puis qu'on voit que les besoins actuellement sont, par exemple, dans un créneau qui ont peut-être pas, qui n'avaient pas initialement l'intérêt, ben eux autres aussi se retrouvent un peu confrontés à dire, ben là, il y a un besoin dans la population, je veux y répondre, je suis un petit peu à côté de ce que je voulais peut-être faire. Fait que tu sais, moi, ça me pose beaucoup de questions à voir, puis ça revient un peu sur l'identité, mais ça revient peut-être un peu sur le marketing aussi. Ben, c'est une dissonance cognitive. Exactement. Ça. Fait que là, tu sais, mon physiothérapeute qui veut faire une pratique davantage en pédiatrie, est-ce qu'il le sait qu'on a des physiothérapeutes excellents pour accompagner différents diagnostics, différents retards de développement, etc.? Est-ce que, dans le fond, mon étudiant va s'en aller en médecine pour être pédiatre parce qu'il veut travailler avec des enfants? Est-ce qu'il sait qu'il peut venir en physiothérapie? Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose à se poser comme question dans l'identité de la profession. On a une profession qui a l'occasion d'avoir un large spectre d'intervention, de clientèle, de contexte de pratique. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose, tantôt tu disais, faut nous rassembler, oui, mais des fois, je m'amuse à regarder, là, moi, depuis 15 ans maintenant, là, je travaille avec des collègues médecins, hein, mes collègues sont majoritairement médecins, puis je me dis, à quelque part, dans l'histoire, la médecine a dû avoir un peu cette crisette-là, puis a pris certaines actions à ce moment-là. Tu sais, dans le fond, on s'est retrouvés avec des spécialités en médecine. Tu sais, fait il y a quelque chose qui est global à tous. Je pense que quand t'es médecin, il y a une certaine identité. Là, puis je voudrais pas parler pour les médecins, fait que j'irai pas dans l'identité médicale. Mais après ça, tu peux pas demander, par exemple, à ton dermatologue d'avoir exactement la même identité que ton pédiatre, par exemple. Fait que je pense qu'il y a peut-être quelque chose tranquillement à se poser la question ou du moins j'aime rêver de dire est-ce que peut-être qu'une des solutions éventuellement c'est de nous créer un genre de créneau commun, un tronc commun, puis éventuellement est-ce qu'on s'en va vers des spécialités, est-ce qu'on pourra attirer une clientèle qui a une clientèle adolescente, par exemple, là, qui espère travailler avec un type de clientèle, avec un type de patient, avec un contexte de pratique. Fait que, tu sais, c'est le genre de questions là qui nous hantent là, en fait, là, ou qui allument assurément plusieurs discussions. Là. Ben, parce que quand tu parles de spécialité, là, ce mot qu'on ne devrait pas nommer, là, d'expertise, si on veut être legit, là, ça existe déjà. Tu sais, dans le fond, c'est juste que les physios le font après, en post-gradué. Tu sais, les physios vont aller faire des cours supplémentaires pour développer des expertises. Puis c'est là que la formation post-universitaire ou formation continue. La formation continue est la plus logique, là, tant qu'à moi, là, parce que vraiment, les gens ont le choix de faire de la formation sur des interventions ou de faire de la formation sur des expertises. Et c'est là que les physios ont leur valeur ajoutée la plus importante, tant qu'à moi. Là. Et ceux qui se rendent là, ben heureusement, probablement, ont compris ça avant de décrocher. Donc, que ce soit pendant le diplôme ou rendu sur le marché du travail, puis ont le désir d'aller se former davantage, par exemple, en pédiatrie, en pyrénéal-pelvien, vestibulaire, commotion cérébrale, tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui aiment ça, là, parce que là, il y a une réalité dans les spécialistes, dans la spécialisation ou la surspécialisation. C'est, il y a beaucoup de professionnels qui aiment toucher à plusieurs choses, puis ça rend leur pratique intéressante. Exactement. De pouvoir se promener d'une pathologie à l'autre, si on veut. Là. Ouais. Donc, à quel point ça pourrait avoir un impact négatif aussi. Là. Je te ramènerais peut-être, tu sais, là, je pense que dans ce que tu décris actuellement, on est peut-être dans une pratique peut-être un peu neuromusculo-squelettique. Mais tu sais, moi, je dis toujours, puis je le dis à tout le monde, je le dis aux étudiants, je le dis à mes collègues. Tu sais, moi, demain matin, on m'envoie, par exemple, dans un institut de cardio-respiratoire, de cardiologie. Il y a des chances que mon patient soit pas très content que je sois à ses côtés, là. Fait que tu sais, il y a quand même une expertise qui se développe au fil du temps. Est-ce que une fois que t'es physiothérapeute, t'es interchangeable? Est-ce que, tu sais, fait que je pense que c'est le genre de questions qu'il faudra se poser à court, moyen terme, là, pour réussir à voir est-ce qu'on répond adéquatement aux besoins de la population? Est-ce que on attire les bons adolescents, jeunes adultes qui veulent aller travailler en cardio-respi, qui veulent aller pour combler les besoins de la population, donner accès à la physiothérapie? Si on n'est pas accessible, même si on est très bon,
ou qu'on fait bien le travail, ou qu'on a des consultations hors pair, je pense quand même qu'il va y avoir une lacune. Fait qu'il faut rester accessible. Parlons de ça, là. Parlons de, si on parle de la dissonance que, par exemple, un étudiant ou une étudiante peut avoir à l'entrée à l'université, par exemple. C'est quoi la job des universités à mettre de l'avant de la bonne façon? Quel est le diplôme? Puis vers quoi est-ce que ça mène sur le marché du travail par la suite? Puis à quel point est-ce qu'il y a un gap là, entre qu'est-ce que les universités disent, qu'est-ce que les étudiants pensent, puis ce qu'ils vivent finalement là, lors de la rentrée dans la première année peut-être. Là. Ouais. Donc encore on parlait de dissonance cognitive, là, je pensais que j'étais pour faire du sportif. Il me semble qu'on m'avait confirmé que c'était ça que je ferais. Là. Puis là, finalement, je fais des cours en neuro, je fais des cours en cardio. C'est quoi le rôle des universités dans ça? Écoute, je vais même ramener un peu avant. Je pense qu'une fois que tu es engagé dans la profession, ou tu es engagé, puis tu as été accepté sur le programme de physiothérapie, tu vas réaliser l'ampleur de la chose. Il est peut-être un peu tard, déjà rendu là en première année. Fait que je pense quand même qu'on a peut-être quelque chose à faire, même en amont de ça. Souvent, les physios, puis moi, j'ai la chance d'enseigner en première année, où je leur pose ce type de questions-là, puis que je viens un peu tenter le terrain. Puis, je me rends compte que la majorité sont en physio parce qu'ils ont eu accès à un physiothérapeute. Puis souvent dans le contexte de sport. Fait que là, c'est un peu le créneau qu'ils voient. Poses-tu la question, Marie-Ève? Mettons une classe, c'est combien de jeunes? Cette année, on en accueille 115. Bon, c'est bon. On sait pas combien ils vont en avoir dans 4 ans et demi, là, mais pose-tu la question, combien d'entre vous voulez rentrer en médecine? Non. Non. Je n'ai pas posé cette question-là. Je verrai si je la pose cette année. Je trouve ça intéressant mais parce que... je pose la question à savoir combien d'entre vous connaissez autre chose que la physiothérapie sportive? Ouais. Puis ça doit être faible. C'est très faible. Ouais. Quelques mains, si on est chanceux, vont lever. Puis là, à ce moment-là, des fois, c'est une expérience personnelle. Ouais. Est-ce que eux ont eu accès à de la réadaptation dans un contexte X? Est-ce que leurs frères... Oui, exactement. Fait qu'on est vraiment, vraiment là-dedans. Fait que c'est l'exposition. Fait que est-ce qu'on expose bien notre profession entière? Évidemment, je souhaite à personne de se retrouver en myélopathie, là, pour aller rencontrer un physiothérapeute. Mais est-ce que la publicité, est-ce que la façon qu'on vient... présence dans la société. Exactement, là. Présenter notre profession. Tu parlais de politique tout à l'heure, puis la politique, c'est pas juste d'être une personne élue, c'est aussi de mettre de l'avant les idéologies que notre profession veut mettre de l'avant. Donc, c'est d'être présent publiquement ou d'être présent aux bons endroits pour mettre de l'avant la physio. Ça peut être un CA d'hôpital, ça peut être un... Oui, exactement. Donc, pourquoi la physio est pas là? Mais je pense qu'elle est là tranquillement. Je pense qu'on est exigeant, puis oui, c'est ça. Je pense que je suis convaincue que quand on va regarder en arrière, puis on va se dire, oh mon Dieu, ça a quand même été vite, mais là, on est dedans actuellement, on avance, on a quand même des rôles là, qui sortent un peu des rôles traditionnels. On voit émerger, comme tu disais tantôt, des expertises, mais on a aussi des physiothérapeutes qui sont placés à différents endroits là, dans le réseau politique, dans le réseau de l'éducation, ailleurs. Fait que, je pense que tranquillement, pas vite, là, on se positionne. Je continue à penser que, si on définit bien notre identité, si on est capable de bien l'actualiser, on va être capable aussi d'aller négocier, par exemple, des fonds au niveau du gouvernement, de positionner la physiothérapie au bon endroit dans le système de santé. Fait que, je pense que c'est quelque chose que, tranquillement, pas vite, on travaille à faire ou, que la collectivité physiothérapique fait, là, actuellement. Ouais, c'est ça, la politique, c'est de convaincre. Exact. Les gens qui prennent des décisions. C'est soit de convaincre les gens qui prennent des décisions que c'est important que les physios soient présents dans tel ou tel endroit dans notre grand réseau, puis même au-delà, là, le réseau de la santé, on peut même parler du réseau d'éducation. Exactement. Mais c'est aussi des physios qui sont des gens qui sont dans des postes de décision. Et ça, c'est important parce que si on reste pas physio longtemps, on se rend jamais là. Souvent, c'est des postes qui arrivent plus tard dans une carrière. Je vais, un peu comme Marie-Ève, je pense que je vais me permettre d'être optimiste quand même. On le voit justement là, avec le chantier présentement là, de l'élargissement des pratiques professionnelles puis tout ça. Fut un temps, puis bon, t'as nommé l'éléphant dans la pièce tantôt, la médecine, veux pas, fut un temps où c'était tes médecins ou t'es un assistant, c'était un peu ça. Allied Health Professionals. Ouais, c'est les autres. C'est ça, C'est encore un peu comme ça. Puis, on le sait très bien, effectivement, en physio, veut pas, on est le programme tremplin pour médecine, pour plusieurs raisons.
Mais ce qui fait qu'effectivement, on se ramasse probablement à avoir plusieurs wannabe médecins en physio finalement, puis qui sont juste pas rentrés en médecine, puis qui sont juste déçus de pas être rentrés en médecine. Mais maintenant, je pense que ce qu'on voit, c'est que pas juste nous on le sait, mais la population aussi, les décideurs, les gouvernements, tout ça, réalisent que, sais-tu quoi, il n'y a pas juste les médecins qui sont capables de prendre des décisions, qui sont capables de raisonner cliniquement. Il y a d'autres professionnels qui câlinent leur formation depuis les dernières décennies. C'est tellement développé que finalement, ils ont des compétences. Puis, on devrait les reconnaître. Ces formations-là sont subventionnées par le gouvernement. C'est ça, en plus. Formation universitaire, c'est ça. 30 000 $ par session. Fait que là, je pense qu'on commence à s'en rendre compte qu'il n'y a pas juste les médecins qui ont des formations vraiment avancées, puis qui peuvent servir la population, puis que finalement, on a présentement plein de professionnels, puis pas juste en physio, qui finalement sont surqualifiés pour ce qu'on leur donne comme responsabilité puis comme autonomie. Fait que tranquillement, ça commence. On l'a vu là en santé mentale. Enfin, on reconnaît officiellement le diagnostic par les psychologues. Là, je veux dire, on s'entend que ça fait longtemps qu'on le sait qu'ils sont capables de faire ça. Mais fait que ça avance. Puis je pense que notre tour va venir aussi. Puis tu sais, on a déjà avancé vraiment beaucoup là, dans les dernières décennies. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a cette conscientisation-là de tu peux être justement aussi un penseur de soins. Tu peux contribuer vraiment avec ton cerveau au système de santé, même si t'es pas médecin. Ouais, puis de prendre bien notre place dans les équipes. Là. Ah oui. Tu sais, je continue à penser qu'on est vraiment une profession qui va travailler en collaboration avec les autres. On détient Absolument. pas là, on a l'air de vendre la physio comme si on allait changer le monde. Tu sais, je pense qu'on va bien travailler en équipe. Le professionnel qui travaille en première ligne va avoir une place à prendre dans une équipe de première ligne. Ton professionnel qui travaille plus spécialisé en deuxième ou en troisième ligne va avoir un autre type de place à prendre dans l'équipe. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut continuer à voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, où on est, quand est-ce qu'on est la bonne personne. Est-ce qu'on arrive au bon moment dans la trajectoire de soins du patient? Est-ce que moi, comme physio en GMF, j'aurais préféré voir un patient en période aiguë, subaiguë, plutôt que 15 ans après le début de sa problématique que le patient est chronicisé. T'sais, est-ce que j'arrive au bon moment dans la trajectoire de soins? Est-ce que je serai capable de travailler bien en collaboration avec mes collègues pour voir, dépister des yellow flags, aller référer vers certains collègues? Fait que de toujours travailler en collaboration. Puis je pense quand même qu'il faut bien s'identifier dans notre rôle de collaborateur. De prendre la place qui nous revient avec l'expertise qu'on a, mais de bien travailler en collaboration avec les autres. Ce qui va nous permettre de donner un meilleur accès à la population. Puis on le sait, la population est vieillissante. Il faut organiser les équipes pour être accessible. On est un pilier fort, à mon avis, pour aider le réseau de la santé, pas en prenant la place des autres, en prenant une place qu'on détient, qu'on revient, puis que les autres professionnels autour vont pouvoir prendre leur place, puis voir eux, à leur tour, d'autres types de patients ou d'autres pathologies ou faire d'autres types d'interventions. Oui, c'est d'occuper notre champ au complet. Exactement. Ça prend du leadership pour faire ça. Puis comment est-ce qu'on peut former les étudiants en physio à développer du leadership? C'est la grande question. Hein? On sait qu'actuellement, les universités se penchent beaucoup là, sur la façon qu'on va amener cette compétence-là là, au premier plan. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives. Je pense qu'il y a quand même des beaux modèles, hein? Même dans notre profession, au Québec, à l'international, là, qui viennent nous influencer, c'est des modèles de rôle, je pense qu'il faut les utiliser. Maintenant, tu sais, je reviens encore sur l'idée de dire, est-ce qu'on rentre des physios qui vont avoir du leadership? Est-ce que tout le monde va avoir le même type de leadership? Le leadership vient avec une personnalité, vient avec un niveau de pratique, avec de l'expérience, je vais dire comme ça. Mais tu sais, le leadership, c'est pas juste la première personne qui va être en avant. C'est aussi les gens qui sont capables d'élever les autres, qui sont capables d'influencer là, les autres à s'élever. Il y a beaucoup aussi la définition du leadership sur qu'est-ce qu'on va faire avec le patient. Tu sais, fait que l'intervention qu'on va faire avec le patient, si tu défends ton patient, tu organises... L'advocatie, ouais. Oui, c'est exactement toute l'advocatie. Fait que, dans le fond, tout ce qu'on va faire pour, tu sais, aider le patient dans sa trajectoire de soins, c'en est du leadership. Ouais. Fait que je pense qu'il faut
nuancer le leadership dans notre profession. On peut pas tous être des gens qui sont en avant. Ça va prendre des gens qui sont un peu partout, mais je pense qu'on détient du leadership. Il y a même des gens qui vont aller dire qu'on est des leaders silencieux en physiothérapie dans le réseau de la santé. Fait que je pense qu'il faut prendre la place qui nous revient, avoir la confiance qu'on est la bonne personne aussi. Puis ça, de la confiance, ça se développe, ça se travaille, ça fait partie de l'identité aussi. Fait que je pense qu'on est là-dedans là, actuellement. Là. On est quand même une jeune profession. On va fêter les 50 ans de la physiothérapie, de l'ordre professionnel de la physiothérapie au Québec cette année. Fait que, je pense que il y a encore beaucoup de choses à développer, encore beaucoup de choses à faire avancer. Il faut qu'on travaille dans le même sens. C'est vraiment pas le temps de commencer à faire une guerre civile là, à l'intérieur de notre profession. Il faut travailler ensemble, bien organiser l'identité de la profession, de bien organiser les trajectoires pour influencer les bonnes personnes, pour pouvoir avancer, pour avoir une perception faut que la collectivité continue à avoir une belle perception là, de la physiothérapie, mais tu sais qu'on la mérite, cette perception-là aussi. Là. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, voilà, on dit, tu sais, on veut faire avancer la physio, puis on parle justement de la profession, puis tout ça, mais reste que derrière ça, c'est nous, on dit ça parce qu'on pense que c'est le bon véhicule pour aider la population. Mais tu sais, derrière ça, c'est de l'altruisme qui est derrière, là. Fait qu'il faut pas oublier que la raison derrière, c'est d'aider le système, la société. Puis, tu sais, si on se rend compte qu'on fait passer la profession aux dépens de ça, ça marche pas, là. Non, c'est ça. C'est vraiment d'éviter les portes tournantes dans le réseau qu'on connaît. Est-ce que le patient, avant de réussir à comprendre sa problématique, a dû passer dans les mains de plusieurs individus, a dû attendre plusieurs heures à certains endroits. Je pense que l'idée, c'est vraiment d'aider la population qui est vieillissante, puis notre jeune population aussi, là, qui a des besoins, là, assurément. En prévention, exactement. Aussi, là, on avait déjà parlé de la réalité, puis là, je sais pas si on voulait s'en aller là-dedans, là, mais le gouvernement, avec nos taxes et impôts, paye des PTG, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'intervention 20 ans auparavant pour aider cette personne-là à ne pas se rendre là, ou se rendre là le plus tard possible dans sa vie, tu sais. Oh, oui, c'est ça. Puis on peut sortir même plus large avec les déterminants sociaux de la santé. Oui. Mais c'est ça. La santé durable, tu sais, on peut en parler largement, mais je pense quand même que on est une profession qui va, je pense, bien s'identifier dans ces champs de bataille-là. Là. Fait que, je pense qu'on est une profession qui se positionne bien en santé durable. Je pense qu'on est une position qui va être, j'espère, là, inclusive, qui va réussir à aller chercher une diversité dans la profession, dans la diversité dans la clientèle avec laquelle on travaille. Fait que, je pense qu'il faut quand même penser qu'on se positionne actuellement bien. Est-ce qu'on fait tout en notre pouvoir pour faire le maximum? Je pense qu'il faut que tout le monde travaille, rame dans la même direction, là, assurément. Tu sais, Marie-Ève, tu utilises le terme « on », tu sais. La profession doit, on doit faire ça. C'est qui doit prendre les commandes de la direction dans laquelle la profession et ses professionnels doivent s'en aller? Je pense pas que c'est la responsabilité d'une personne ou d'un organisme ou... Comment ça se fait? Comment ça se produit? Tu sais, l'organisation de l'identité professionnelle, mettons, est-ce qu'on peut regarder des exemples de quelque chose qui se serait fait ailleurs? Puis comment ça s'est produit, ça, tu sais, dans le passé, chez d'autres professionnels, peut-être? Ou... Je sais pas comment ça s'est fait chez les autres professionnels. C'est organique, mais oui. Tu sais, je pense qu'on a peut-être justement des devoirs à faire de ce côté-là. Puis là, quand je dis on, ben là, c'est ça. Hein? C'est encore ça. Qui va faire ce devoir? Je pense que, veut pas, on a certaines institutions qui ont l'ambition de représenter les professionnels de la physiothérapie. Donc, on a l'Association québécoise de physio, puis bon, sur le plan fédéral, là, l'Association canadienne. C'est certain que je pense que le rôle associatif a une bonne partie à jouer là-dedans. Bon, là, c'est sûr qu'on pourrait rentrer là, dans tout ce qui est pourquoi c'est important d'être membre de l'association, puis tout ça. Puis mon but, c'est pas de faire une plug de l'association, mais je pense que clairement, l'association a un rôle à jouer là-dedans.
est-ce que c'est le rôle de l'ordre professionnel? Plus ou moins, parce que, tu sais, le rôle de l'ordre professionnel, avant tout, c'est la protection du public. Donc, c'est certain que si le fait que l'identité professionnelle est floue et représente finalement un danger pour le public, ben là, peut-être que l'ordre a un rôle à jouer là-dedans. Puis, tu sais, je pense que c'est très défendable de dire que, tu sais, le fait que justement, c'est pas clair dans la tête de la population, donc fait que puis que ça a un impact sur l'attrition aussi, puis que tout ça finalement a un impact sur l'accès aux soins. Donc là, clairement, on va dans la protection du public quand on parle d'accès. Fait que je pense que de ce côté-là aussi, on pourrait dire que l'ordre a un certain rôle à jouer là-dedans. Fait que, tu sais, je te dirais, c'est sûr que c'est les deux grands joueurs, mais après ça, je pense que toutes les grandes organisations de physio, donc que ce soit justement les maisons d'enseignement, tu sais, autant au niveau universitaire que collégial, que ce soit même, tu sais, des grandes bannières, des cliniques privées qui regroupent plusieurs physio et TFIS. On peut parler de la Fédé même. Bon, on s'entend que c'est un regroupement de cliniques, mais quand même principalement de professionnels de physiothérapie. Fait que je pense que tout le monde a un rôle à jouer là-dedans un petit peu. Puis je pense que ça va prendre de la communication puis de la concertation. Comme Marie-Ève disait, ça faut qu'on trouve une façon de parler ensemble puis de trouver un consensus là-dessus, parce que sinon, effectivement, si on s'en va dans une guerre civile, on va juste se retourner en rond. Ouais. Ça, je pense qu'au quotidien, chacun d'entre nous, là, quand on dit le « on », là, je pense que le « nous » est quand même important à ce moment-ci aussi. Chaque professionnel de la physiothérapie peut faire son bout de chemin en agissant selon les dernières données probantes, en se tenant à jour, en allant faire de la formation continue. Fait qu'en faisant rayonner la profession au quotidien, en prenant des choix, en donnant des choix éclairés aux patients, en étant capable d'expliquer. Fait que, je pense qu'il y a plusieurs éléments ou plusieurs actions qu'on peut prendre au quotidien, comme je disais tantôt, sans nécessairement être au front, pour réussir à faire avancer la profession, à faire évoluer celle-ci, mais aussi de s'assurer qu'on a un impact direct chez la clientèle qui vient nous consulter, faire connaître, tu sais, combien de fois je reprends les gens on a parlé tantôt, mais tu sais, qui font de la physiothérapie. Fait que là, je dis, ben, tu sais, ici, malheureusement, vous ferez pas de la physiothérapie, vous allez consulter un physiothérapeute. Puis, tu sais, ça résonne tranquillement, là, plus tu le répètes, plus les gens se mettent à entendre eux autres aussi le mot faire de la physiothérapie puis à le corriger tranquillement. Fait que, tu sais, on consulte un médecin spécialiste, on consulte un physiothérapeute pour son expertise aussi. Mais cette expertise-là, il faut continuer de la développer, il faut assurer qu'on est à jour, qu'on fait des pratiques qui sont basées sur les évidences scientifiques, sur la recherche. Fait que, tu sais, je pense qu'il y en a des actions quotidiennes là, qu'on peut continuer de faire. Maintenant, est-ce qu'on peut, chacun d'entre nous aussi, commencer à discuter davantage des autres rôles de la physiothérapie? Est-ce que, tu sais, ça vaut la peine dans une conversation de glisser, mais saviez-vous qu'un physiothérapeute aussi peut faire tel type, tu sais, avec tel type de clientèle? Est-ce que, tu sais, fait que je pense que il y a quelque chose à faire dans des parties de famille. Il y a des enfants, tu sais, fait que, une forme de leadership. Exactement, mais dans du micro, là, à chacun d'entre nous, quelque chose qui est accessible, là, sans être devant les caméras, là. Quelque chose d'aussi simple que, tu sais, justement, patiente la semaine dernière, que je vois pour une douleur, je me souviens plus, mais on va dire une douleur à l'épaule. Puis, bon, dans la discussion, où je pense que je me souviens plus exactement comment c'est arrivé, mais j'apprends qu'elle a des fuites urinaires. Moi, je pense que c'était peut-être plus un colombaire, finalement. Mais fait que je lui apprends finalement que ben la rééducation périnéale et pelvienne, ça existe. Il y a des physios qui sont expertes là-dedans, qui peuvent l'aider puis la guider, puis qu'elle est pas obligée à 30 ans de vivre le restant de sa vie avec des troubles de continence. Là. Puis là, ses yeux sont ouverts, puis elle a fait comme « Ah oui, je savais pas. » Tu sais, moi, je pensais que c'était normal. Fait que tu sais, c'est un petit détail comme ça, mais là, c'est ça. C'est du micro, mais on additionne ça. Là. Ouais. C'est prendre notre rôle de prévention aussi. Tu sais, je pense que le leadership, c'est aussi ça, là, tu sais, de faire évoluer la profession vers est-ce qu'on se positionne bien dans notre rôle de leadership. Tu l'as nommé tantôt, là, on a des physiothérapeutes qui travaillent
avec, dans le fond, de la rééducation des prothèses totales de hanches, de genoux. Combien d'entre nous ou combien de la profession travaillent en amont? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on éduque les patients? Est-ce que, dans le fond, il y a des éléments qu'on pourrait venir publiciser pour démontrer qu'il y a des choses à faire puis que c'est signé physiothérapie en dessous? Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quand même des éléments, là. Tu sais, c'est un champ d'expertise, la prévention qui est partagée. Mais est-ce qu'on est présent? Est-ce qu'on le fait bien? Fait que, tu sais, je pense qu'il faut voir le continuum de soins dans son intégrité, tout comme le continuum de la quantité de clientèle qu'on peut desservir, là. Fait que, tu sais, on est chanceux d'avoir une profession qui a un large spectre. Maintenant, il faut valoriser chacun de ces spectres-là pour que chacun ait la reconnaissance ou s'identifie à une portion de ça. Tu sais, je vais parler à travers ma cravate, mais je ne sais pas si un physiothérapeute qui travaille en soins aigus a l'impression qu'on parle souvent de lui. Est-ce que, tu sais, est-ce que ce physio ou cette physiothérapeute-là, ce professionnel de la physiothérapie, est-ce que, dans le fond, son identité est franche et reconnue? Est-ce que ça lui pose une problématique? Tu sais, je serais intéressée d'aller chercher ce type de sondage-là, tu sais, au niveau de la recherche, au niveau des évidences, pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Ben, c'est un champ de recherche qui devrait être pris là, par au moins une personne. Là, puis, ben, je pense que ça va nous aider à comprendre aussi, tu sais, comment on se positionne, où on se sent. Je jasais la semaine passée, je pense, avec Axel, je pense qu'il y a des types de personnalités. Tu sais, je pense que si on passait un test de personnalité autour de la première année, on serait probablement capable un peu d'orienter 100%. les étudiants vers un type de clientèle ou un... Fait que je pense, on les reconnaît, là, je trahis mon âge avec ça, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on est capable tranquillement de voir le profil d'un étudiant quand il rentre. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher ce profil-là en amont? Est-ce qu'on est capable de bien... Fait que tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qui se dessine. C'est pas la même type de personnalité qui va travailler à l'urgence qu'en soins aigus, qu'en soins, tu sais, les soins critiques. Fait que tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qui vient de la personnalité, de l'identité, de bien se positionner, puis d'être capable de bien vendre chacun de ces spécialités-là ou de cette expertise-là. Oui, puis les universités, quand ils dans le fond, l'image du diplôme à l'extérieur, ça attire un type de personnes, ces gens-là qui se ramassent dans le diplôme. Mais évidemment, on aurait besoin d'avoir une diversité de personnalités justement dans notre profession pour justement occuper différents rôles, différents postes, que ce soit directement avec les patients ou à l'extérieur de ça, dans la pratique de la physio. Ça serait intéressant de savoir c'est quoi la personnalité commune qu'on a chez nos 9000 membres en physio au Québec, puis est-ce que ça ressemble à celle des étudiants qui rentrent en ce moment? C'est quoi la personnalité commune de ceux qui quittent puis de ceux qui restent, t'sais? Alors comment est-ce qu'on peut avoir comment est-ce qu'on peut intervenir puis faire des actions qui portent fruit là, pour le bien de la population? Exactement. Oui. Exactement. Puis d'être capable aussi de combler le besoin qu'il va y avoir. Fait que, on sait qu'il s'en vient un besoin avec une clientèle vieillissante. C'est quoi le type de personnalité qui va travailler ou le type d'individu qui va venir travailler le mieux avec cette clientèle-là? Fait que je pense qu'il y a comme plusieurs éléments là, sur lesquels on n'a pas encore de réponse, sur lesquels je pense qu'on peut commencer à se pencher. Évidemment, la recherche est toujours un élément là, qui propulse. Hein? Fait que ça, c'est encore super intéressant là, de voir qu'est-ce que la recherche nous amènera dans ce sujet-là. Mais nous, comme cliniciens enseignants, on se pose ces questions-là, puis on essaie de voir comment est-ce qu'on peut agir à petite échelle ou à moyenne échelle pour amener les gens à se poser des questions. Fait que tu sais, des colloques sur, tu sais, tantôt tu disais c'est quoi les actions qu'on va prendre, qui porte ça? Est-ce que ça va passer à travers des colloques, des focus group? Est-ce que, tu sais, ça va passer à travers la recherche? Tu sais, fait que je pense que... Faut qu'on se parle après ça. Les différents milieux doivent se parler. Exactement. Je vais faire un full circle avec ce dont on parle depuis tantôt. J'aimerais ça, 2 questions. J'aimerais ça qu'on termine en discutant de c'est quoi notre idéal identitaire. Donc, où est-ce qu'on voudrait être à 100% bientôt, le plus vite possible. Puis, je reviens un peu sur ce qu'on a abordé très rapidement, Axel, tantôt, the end of the professions. Mm-hmm. Si ce qui nous démarque, Marie-Ève, c'est entre autres l'utilisation de notre cerveau, puis ce qu'on sait, puis de la façon dont on est capable d'aider les gens à partir d'une pensée diagnostique en physio, puis que l'information puis les connaissances se démocratisent, elle est où c'est quoi notre idéal identitaire, puis il est où notre futur dans cet idéal identitaire-là, dans la société vers laquelle on s'en va, où la connaissance se démocratise et qui est bon pour la société. Là.
Ouais. Là, je me souviens déjà plus la première, mais la deuxième question. Ouais, c'est ça. Puis à quel point ça va fitter dans la société du futur, ouais. tu sais. Fait que pour répondre à ta première question, notre idéal identitaire, ben, tu sais, à mon avis, c'est vraiment qu'on soit reconnu comme étant les experts en termes de fonction, en termes de, justement, de douleur, blessure, incapacité physique. Puis tu sais, là, quand on parle justement de fonction physique, là, on va large, on parle pas juste du neuromusculo-squelettique, la fonction physique, c'est très large. Puis qu'on soit reconnu comme les experts là-dedans. Fait que ça, c'est mon idéal. Donc, que la population, le système nous reconnaissent comme les experts là-dedans, puis qu'on puisse vraiment faire profiter la population de cette expertise-là. Puis à ta deuxième question, ben c'est dans une société de démocratisation de la connaissance, puis où des gens écrivent sur le fait que les professions vont disparaître parce que tu vas aller sur Internet, tu vas parler à une intelligence artificielle, puis il va jouer le rôle de la connaissance que les physios ont. Ben, où est-ce qu'on peut trouver notre place dans le futur là? Parce qu'on est c'est pas un futur lointain, là. Non, on est déjà dedans. Là. Mais il y a un rôle qu'on voit déjà de plus en plus, puis tu sais, on a certains physios même qui l'ont pris même un petit peu plus large, mais tu sais, pas juste en physio qu'on voit avec justement l'avènement de ce dont tu viens de parler, là, cette démocratisation-là, puis les réseaux sociaux, puis tout ça, c'est que oui, on est rendu qu'on a plein de savoirs partout, mais de filtrer ce savoir-là et de trouver quel savoir va être pertinent, d'un va être vrai, mais aussi va être pertinent pour cette situation-là. Fait que là, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, on a des vulgarisateurs scientifiques. Hein? Fait que des gens qui vont accompagner, qui vont essayer de faire le ménage dans cette montagne d'informations-là. Donc, je pense que déjà, un de nos rôles qui est en train d'émerger, c'est ça, c'est d'être pour nos patients des vulgarisateurs scientifiques, donc de les aider à se retrouver dans cette mer d'informations-là parce qu'ils savent plus qu'est-ce qui est vrai. Fait que ça, c'est une des choses. Puis l'autre, ben là, ben ça, c'est clairement, ça te parle, François, c'est le rôle de coach, hein, le rôle d'accompagnement, parce que ça, oui, l'intelligence artificielle, tu sais, peut t'aider, mais le coach, en plus de te guider intellectuellement sur la direction à prendre, le coach, il est là avec toi émotionnellement aussi. Puis, ben, écoute, peut-être que l'intelligence artificielle, un jour, va être capable de reproduire nos émotions, mais je pense pas qu'on est là. Donc, vraiment, la connexion émotionnelle avec nos patients, l'empathie. J'ajouterais même, Axel, dans ce que tu nommes, là, ce que je trouve vraiment pertinent, intéressant, et la personnalisation. Ouais. De filtrer les connaissances, de personnaliser les interventions multiples. Là, on va pas le coaching, ça peut être une intervention, mais d'aider, oui, exactement, à s'en aller dans une direction ensemble pour arriver à maximiser la fonction physique de nos patients. Ouais. Ouais, puis être capable de l'adapter en fonction du degré de motivation aujourd'hui du patient, des événements contextuels. Et ça, c'est important. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est important pour les professionnels. Exact. Ça serait important de savoir ça rapidement dans le diplôme ou même avant de rentrer dans le diplôme, cette intervention-là nécessaire avec d'autres humains. Puis 1+1 fait pas toujours 2 avec l'humain. 1+1 fera peut-être 2 demain, mais aujourd'hui, ça sera peut-être pas possible de se rendre à savoir qu'est-ce que ça fait. Tu sais. Fait que oui, être capable d'être flexible nous-mêmes comme professionnels avec les capacités des gens qu'on a devant nous. Puis, il faut toujours... Oh, excuse-moi. Ouais, ben, vas-y. J'allais juste dire là, une petite affaire d'enfant. Je pense que ultimement, il faut penser que c'est le patient qui est maître de sa propre destinée. Ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais je pense que ça s'actualise progressivement. Peut-être avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, là, cette conversation-là me le fait réaliser, là, que c'est peut-être ça qui nous propulse un petit peu plus là, vers l'applicabilité de la chose. Mais je pense que ultimement, on peut pas décider ce que le patient va vouloir. On peut lui offrir des options, lui enseigner ou lui exposer les bénéfices, les inconvénients. Puis ultimement, après ça, c'est de l'accompagner dans la décision qu'il va prendre. Fait que tu sais, 1+1 peut pas faire 2 parce que c'est pas toi qui a le deuxième 1. Fait que tu sais, on en détient un, on donne le deuxième chiffre.
puis on accompagne, puis on décidera, tu sais. Fait que le patient qui va prendre sa santé en main quand il va avoir... Bon, je ne vais pas rentrer dans tout l'entretien motivationnel, là, mais tu sais, quand l'élément déclencheur va être là, il faut que nous soyons là. Puis tu sais, avant de te laisser la parole, Axel, je pense qu'il faut être là où les patients sont. Fait que tu sais, est-ce que nous sommes partout? Est-ce que nous sommes dans la rue? Est-ce que nous sommes dans les organismes communautaires? Est-ce que nous sommes dans les résidences? Est-ce que nous sommes... Tu sais, fait que c'est l'accessibilité en physiothérapie, c'est un enjeu. On n'est pas très accessible, même à l'heure actuelle, dans les cliniques privées pour les gens qui ont les moyens. Il y a des délais d'attente. Est-ce qu'on voit le patient au bon moment? Est-ce que, tu sais, fait que je pense qu'il y a plusieurs questions qui sont pas juste en lien avec l'identité, mais au niveau organisationnel, au niveau environnemental, qu'il faut continuer à travailler ensemble pour faire desservir la population du mieux qu'on peut. Et ça revient au leadership, Marie-Ève. Puis même avec notre patient, un à un, on doit jouer ce rôle de leader-là d'accompagnement. D'accompagner les gens dans la direction, maximiser là où ils sont capables de se rendre, Axel. Je vous laisse puis on va comme conclure, là, je vais vous laisser un dernier mot. C'est ça, mais je voulais juste ajouter une chose, parce que là, on parlait justement de, tu sais, avec l'intelligence artificielle, puis tout ça, tu sais, quelle partie de notre profession, finalement, tu sais, sera peut-être remplacée, tu sais. Puis, ça va peut-être te surprendre que je dise ça, parce que tantôt, j'ai dit, tu sais, moi, j'ai eu un clash quand je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était des massages, puis que c'était, tu sais, mais, tu sais, comme si je bâchais le massage, mais dans le fond, une des choses qui est quand même propre à nous, que une intelligence artificielle ne remplacera pas du jour au lendemain, c'est le toucher. C'est le contact humain. Donc, tu sais... Oui, on peut aller at large. Exact, c'est ça. Puis, le contact personnel. Oui, c'est ça. La proximité, puis le toucher. Donc, tu sais, je veux dire, on a vu, là, avec la pandémie, la télé-réadaptation. Puis, tu sais, cette partie-là de ce qu'on fait, clairement, elle a sa valeur, mais tu sais, c'est peut-être quelque chose qui va peut-être être remplaçable plus facilement, plus rapidement que ce qu'on a dans les autres rôles où on est vraiment en proximité physique directement avec les gens, qui amène une connexion humaine. Puis tu sais, l'être humain veut pas, on est évolué comme ça, on est des primates, puis c'est ça, le primate grooming là. C'est un facteur c'est un facteur qui a un impact dans l'âge du décès. La communauté, puis d'avoir des gens dans notre entourage. C'est ça. Donc on le sait là, que c'est important pour les humains d'avoir au moins une personne de référence. Là, c'est ça. On a ce privilège-là, justement, de pouvoir vraiment rentrer dans la bulle de nos patients et d'être en contact étroit avec eux. C'est ça, tu sais, puis ça peut être une main rassurante sur l'épaule, une tape dans le dos, un fist bump, mais tout ça, c'est des choses qui aident à créer des liens, puis la relation thérapeutique, puis on le sait que ça, c'est la clé. Là. Que ça nous prend des professionnels qui ont le goût de faire ça. Oui. Qui savent que c'est ça qui les attend, puis qui ont le goût de le faire, puis de le prendre sous le corps, là, comme responsabilité professionnelle. Un take-home message là, pour les gens qui nous écoutent, Marie-Ève? Oh là là, attends un peu. Ouais, c'est ça. Comment on wrap ça? En fait, il y a peut-être une petite chose dans mon take-home message, là, peut-être, mais tu sais, moi, j'ai toujours été une fille qui a eu besoin d'un sentiment d'appartenance. Là, j'ai quand même l'impression que l'identité est un peu peut-être la clé pour... si on réussit à bien travailler sur l'identité, on va être capable d'aller chercher un sentiment d'appartenance à la profession. Puis, à un moment donné, quand que la vie nous amène dans différents rôles, on continue d'être fiers de dire qu'on est physiothérapeute. T'sais. Fait que, tu sais, on travaille dans différents postes politiques, gestion, etc., mais on garde notre identité de physiothérapeute. Puis ça, il y a quelque chose qui est fort, que je peux même pas décrire là avec des mots, mais tu sais, le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose de très important. Puis j'ai l'impression que ça va passer sur l'identité, sur même juste le fait d'en parler, les gens avec qui on a parlé déjà d'identité depuis notre conférence l'année passée, j'ai l'impression que ça rallie un peu tranquillement. 100%. Fait qu'il y a quelque chose dans le sentiment d'appartenance à notre profession qui va passer sur une identité qui est claire, qui est mieux définie pour nous, pour la population, pour les décideurs, etc., mais les référents aussi. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose là, de très, très fort dans le sentiment d'appartenance. Puis, parenthèse là-dessus, on en a parlé souvent là, du fait que le manque d'identité professionnelle dans une profession, par exemple la nôtre, amène les gens à s'identifier
à autre chose, à leur milieu de travail. Ou à leurs interventions. À leurs interventions, à une thérapie particulière. Exactement. Tu sais, on n'en nommera pas, là, parce que si on en nomme une, il faudrait toutes les nommer. Mais oui, c'est qu'à partir du moment où je me reconnais peu dans ce qu'est la physio, ben je vais trouver une façon de m'y reconnaître ailleurs, ou en tout cas à l'intérieur même. Sinon, j'y resterai pas. C'est probablement ça qui se produit. Ouais. T'sais, écoute, là, c'est dur de taper ça, là. Mais effectivement, puis d'être conscient que cette identité-là, puis ce sentiment d'appartenance-là, si on réussit à bien le développer, ben après ça, justement, non seulement ça donne le goût de rester au sein de la profession tout le long de ta carrière, mais même de continuer contribuer un coup que t'es plus sur le marché du travail en tant que tel, donc que ce soit comme retraité ou justement que tu es carrément sorti du rôle clinique ou même de chercheur ou d'enseignement, mais c'est de faire partie de cette communauté-là. Puis tu sais, on le voit dans certaines professions, là, les professionnels qui sont à la retraite s'identifient encore comme tels. Puis ils contribuent encore. Qui contribuent encore, qui sont encore très actifs. Puis, fait que tu sais, on le voit dans certains domaines, on le voit un petit peu en physio, mais tu sais, des retraités physio actifs. Mais il n'y en a pas tant que ça encore au Québec. C'est ça. Faut laisser arriver la chose. C'est que notre profession est tellement jeune qu'on n'a pas encore beaucoup de physio retraités. Il y a ça. C'est un bon point. À 100 ans, il y aurait du monde. Normalement, il devrait y avoir quelques personnes d'une centaine d'années. Ouais, c'est ça, mais tu sais, l'ordre de 50. Oui, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de médecins en politique, il y a beaucoup d'ingénieurs, d'avocats. C'est ça, médecins qui pratiquent jusqu'à 80, jusqu'à ce qu'ils soient plus capables, qu'ils se fassent retirer leur permis, puis pas parce qu'ils en ont besoin nécessairement financièrement, mais juste parce que c'est leur identité. C'est leur vocation. C'est leur vocation, c'est ça qu'on disait. Tu sais, on voit ça dans le milieu académique aussi, des professeurs d'université qui continuent quand même d'avoir des rôles peut-être plus nécessairement actifs dans la recherche ou dans l'enseignement, mais tu sais, qui vont justement être doyens de faculté puis des choses comme ça. Fait que tu sais, pourquoi pas en physio? C'est tout ça notre fin? Je pense qu'on peut finir là-dessus. Je pense que c'est un beau message d'espoir dans la direction dans laquelle la profession devrait s'en aller. Marie-Ève, Axel, merci énormément d'avoir discuté de ce sujet très pertinent, vraiment important. Puis je pense que les gens qui vont nous écouter jaser dans nos conversations aujourd'hui ont trouvé ça intéressant puis stimulant, je pense, là, pour leur propre fierté d'être professionnel de la physiothérapie. Merci François, toujours un plaisir. François. Merci d'avoir écouté Élever la physio avec moi-même, François Grégoire. Viens me jaser de mon contenu et d'idées de sujets @physiofrankie sur Facebook, Instagram ou par courriel françois@mouvementphysio.com. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.